Il existe de nombreuses histoires de vengeance, mais aujourd'hui, tu es ici pour voir celles qui sont si brutales qu'elles deviennent des crimes encore pires que l'original. Des vengeances extrêmement disproportionnées, impossibles à justifier. D'une personne qui se tranche la gorge devant son ennemi, juste pour lui laisser une culpabilité qui le détruira. Jusqu'à enfermer et torturer pendant 15 ans un homme dont le crime n'était même pas direct. Et quand il est sorti, ce n'était que le début du véritable enfer. Aujourd'hui dans Ciné Prime... Imagine être un père de famille bourgeoise, avec un style de vie traditionnel et tranquille. Et un jour, tu commences à recevoir des cassettes d'enregistrement de ta propre maison. Au début, tu penses que c'est une mauvaise blague d'enfant, mais les cassettes deviennent de plus en plus personnelles, plus proches. Puis, l'une de ces vidéos te mène à un endroit où tu revisites une partie sombre de ton passé. Un immigré, séparé de sa famille, à cause de toi, à cause d'un mensonge. Et sa vie a changé à jamais. Un acte que tu avais enterré, oublié, ou simplement choisi d'ignorer. Au départ, il nie avoir un lien avec ses cassettes. Mais quelques jours plus tard, il t'appelle pour que tu viennes chez lui. À ce moment-là, il montre une attitude étrange. Et il ne te dit qu'une chose. Sache que ce n'est pas moi qui t'ai envoyé ces cassettes. Alors tu lui demandes pourquoi il t'a appelé. Il répond. Je t'ai demandé de venir parce que je voulais que tu sois présent. Il se donne la mort devant toi, dans un acte impulsif, dicté par le traumatisme et la frustration. Une mort pensée pour t'enfoncer la culpabilité au plus profond. Pas comme une justice, comme une punition émotionnelle. Car sa vengeance n'était pas physique, c'était du traumatisme. Et le pire, c'est que ça a marché. Une scène brutale, déchirante, impossible à justifier. Parce que dans son dernier élan, il a créé un crime encore pire que l'original. L'une des vengeances les plus extrêmes et dérangeantes de l'histoire du cinéma. Parfois, une vengeance naît de l'amour. Mais quand cet amour devient désespoir, ce qui reste, c'est la destruction. Ryu est un jeune homme sourd et muet. Il vit avec sa sœur malade et ferait n'importe quoi pour elle. Quand l'hôpital refuse la greffe, Ryu tente d'obtenir un rein sur le marché noir. Mais tout tourne mal. On lui vole l'argent et sa sœur ne s'améliore pas. Désespéré, il décide de commettre un enlèvement. Mais pas par méchanceté. Il croit vraiment pouvoir sauver sa sœur ainsi. Il kidnappe la fille de son ancien patron avec l'aide de sa compagne. Et bien que le plan semble sous contrôle, tout s'écroule lorsque la fillette meurt accidentellement. L'horreur commence ici. Le père, en apprenant la vérité, n'appelle pas la police. Il ne cherche pas de justice légale. Il veut une seule chose, la vengeance. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir détruit tous les responsables. Un par un, sans compassion, sans pardon. Les scènes qui suivent sont brutales. Silencieuse, froide, dans une histoire où tous cherchèrent la justice. Ils n'ont laissé que plus d'injustice, plus de cruauté et des dommages irréversibles. La violence n'est pas stylisée. Elle est douloureuse, sale, cruelle. Et chaque coup, chaque entaille, chaque mort est une punition irréversible. Il n'y a ni bon ni méchant, seulement de la douleur enchaînée. Le cercle de la souffrance se referme lorsque la violence engendre plus de violence. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la mort. Sympathy for Mr. Vengeance n'est pas seulement un film sur la vengeance. C'est une descente dans les recoins les plus sombres du désespoir humain. Là où les bonnes intentions pourrissent. Et où tout amour finit taché de sang. Si vous n'avez pas vu Game of Thrones, passez ce passage. Imaginez voir votre mère et votre frère assassinés dans une embuscade sanglante. Alors que vous êtes à quelques mètres, incapable de faire quoi que ce soit. Imaginez devoir fuir en silence, pendant que le nom de votre famille est effacé dans le sang. C'est ce qu'a vécu Arya Stark. Et depuis ce jour-là, quelque chose en elle a changé pour toujours. Elle a passé des années à s'entraîner dans l'ombre, à oublier son visage, son nom, son passé, avec un seul objectif, la vengeance. Et lorsque le moment est venu d'exécuter l'homme qui avait orchestré les noces pourpres, elle n'a pas utilisé une épée, mais quelque chose de bien plus cruel. Walder Frey, le traître, fêtait entouré des restes de son pouvoir, ignorant que la mort était déjà assise à sa table. Arya, déguisée en servante, lui a servi du vin et une tarte très spéciale. Quand il a demandé où étaient ses fils, elle a répondu calmement. « Tu les as déjà trouvés,
dans la tarte. Oui, elle lui a fait manger ses propres enfants. Et seulement après, elle a retiré son masque, lui a dit son nom et lui a tranché la gorge exactement comme il l'avait fait à sa mère. Ce n'était pas une exécution. C'était une justice poétique et littérale, pensée pour que chaque seconde soit une souffrance. Parce qu'Arya ne voulait pas juste qu'il meure. Elle voulait qu'il comprenne, qu'il sache ce que c'est de tout perdre. Un homme condamné pour agression sexuelle sort de prison après 14 années. Pas comme un homme libre, mais comme une arme remplie de haine. Max Cady n'est pas revenu pour chercher la rédemption. Il est revenu pour détruire l'homme qui, selon lui, a ruiné sa vie, son ancien avocat. Mais son plan n'était pas de le tuer, c'était bien pire. Cady voulait faire de sa vie un cauchemar, l'écraser petit à petit, lui faire ressentir la peur, l'impuissance, et lui faire voir sa famille se désintégrer. Et tout cela sans le toucher. Du moins, au début, il rôde comme un prédateur. Dans la rue, dans son jardin, dans sa maison. Et la police ne peut rien faire. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Juste la peur. Une présence insupportable, constante, prête à exploser à tout moment. Robert De Niro interprète Max Cady comme un véritable monstre. Il n'a besoin ni de masque, ni d'armes, ni de cris. Juste sa voix, son regard et son calme malade. C'est un homme qui a attendu 14 années et qui ne partira pas sans entraîner sa victime en enfer. Ce qui suit est l'une des vengeances les plus psychologiques, sadiques et étouffantes jamais vues au cinéma. Il kidnappe sa fille, entraîne toute la famille dans une cabane isolée. Il les humilie, les torture psychologiquement, les oblige à voir leur monde s'effondrer. Cady ne cherche pas la justice. Il cherche à annihiler l'âme de son ennemi, de l'intérieur, faire de chaque minute une souffrance. Son but ultime n'était pas de le tuer, c'était qu'il supplie pour mourir. Imagine être une fille timide, insécure et isolée, élevée par une mère fanatique qui ne parle que de péché et de punition. Tes camarades t'humilient chaque jour, en classe, dans les couloirs, sous les douches du lycée. Tu es la cible de chaque blague, de chaque rire cruel. Et pourtant, tu veux juste être normal. Quand enfin, on t'invite au bal de fin d'année, tu crois que les choses ont changé. Tu t'apprêtes, tu t'habilles en blanc, tu montes sur scène, on t'élit reine. Et pour la première fois, tu es heureuse. Visible, mais à ce moment précis. C'est là que quelque chose s'est brisé en Carrie. Ils l'ont humiliée devant tous, en la couvrant de sang de cochon. La douleur, les abus, la rage accumulée durant des années. Tout a explosé. Parce que cette vengeance n'était pas préméditée. Elle était instinctive, brutale. À ce moment, ses pouvoirs surnaturels deviennent les manifestations de la rage de Carrie, et elle ne laisse absolument personne en vie. Elle ne punit pas seulement les coupables, mais tous ceux qui ont été témoins de cet acte déshumanisant. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à cet abus constant. Lumière qui éclate, porte qui se ferme, feu. Et cris étouffés dans le sang. Elle n'a pas choisi d'être un monstre, on l'a transformée en monstre. Et ce fut son dernier bal. La vengeance la plus légendaire de l'histoire du cinéma. Michael Corleone ne pardonne pas. Ni le temps, ni le sang, ni même les liens familiaux ne l'arrêtent lorsqu'on le trahit. Dans Le Parrain, deuxième partie, la vengeance n'est pas explosive. Elle est chirurgicale, silencieuse, mortelle. Après plusieurs tentatives contre sa vie, Michael découvre quelque chose qui le brise de l'intérieur. Son propre frère, Fredo, l'a trahi. Il ne l'a pas fait par méchanceté. Il était naïf, faible. Mais dans la famille Corleone, la faiblesse est impardonnable. Michael ne réagit pas immédiatement. Il l'embrasse au nouvel an. Il l'embrasse et lui murmure à l'oreille une sentence de mort. Pas de cris, pas de rage. Juste de la froideur. Parce que Michael ne tue pas à chaud. Il tue quand ça fait le plus mal. Et quand leur mère meurt, Fredo croit que tout s'est apaisé, qu'il a peut-être été pardonné. Mais non. Michael lui offre un dernier jour de paix. Il le laisse pêcher avec son neveu, rire, regarder l'horizon. Et puis il donne l'ordre. Une balle dans la tête, sur le lac, en silence, devant l'enfant. Pas de rédemption, pas de compassion.
juste la justice, selon le code Corleone. Cette vengeance ne déborde pas de sang. Elle contient pire. La froideur d'un homme qui n'a plus d'âme, qui préfère rester seul plutôt que de montrer une faiblesse. Michael ne perd pas seulement son frère, il se perd lui-même. Et à la fin, il ne reste que les ténèbres qui le consument. Bill, it's your baby. On lui a tiré une balle dans la tête le jour de son mariage. Elle était enceinte. L'amour de sa vie assassiné, ses amis massacrés. Elle s'est réveillée 4 ans plus tard, sans sa fille, sans sa vie, sans réponse. Juste avec une certitude, se venger. Kill Bill n'est pas une histoire de justice, c'est une chasse. Une femme brisée, devenue une arme, voyageant à travers le monde pour éliminer, un par un, ceux qui l'ont trahi, et tous ceux qui se mettront en travers de sa vengeance. Chaque meurtre n'est pas juste une vengeance, c'est de la poésie sanglante, des duels de samouraïs contre près d'une centaine d'ennemis, jusqu'à des affrontements intimes dans des salons silencieux. Tout ce qui a été détruit sera rendu avec violence. Mais son objectif final n'est pas un ennemi quelconque. C'est Bill, l'homme qui l'a aimé, qui lui a tiré dessus, qui lui a tout arraché, et qui maintenant, même si elle ne le sait pas encore, vit avec sa fille. Quand vient le moment de l'affronter, il n'y a plus de cris, ni de rage, juste de la douleur. Car la dernière vengeance n'est pas seulement de tuer, c'est de briser le cycle. Choisir entre continuer à être un monstre ou redevenir mère. Elle choisit les deux. Kill Bill n'est pas seulement de l'action stylisée, c'est une odyssée émotionnelle, un voyage de sang, de larmes et de rédemption. Parce que certaines vengeances ne se font pas pour la justice. Elles se font parce que si tu ne le fais pas, tu ne peux pas continuer à vivre. Une jeune femme de 19 ans est condamnée à 13 ans de prison pour l'enlèvement et le meurtre d'un enfant de 6 ans. À sa sortie, elle cherche la vengeance, mais au début, tout est flou. Se venger de qui? Et pourquoi? Puis, on découvre la vérité. Elle n'a pas tué l'enfant. Elle a accepté la faute parce qu'on avait kidnappé sa fille. Lady Vengeance n'est pas une histoire de violence incontrôlée. C'est une vengeance froide, calculée, belle et brutale. Gumja retrouve le véritable coupable. Un homme qui n'a pas seulement tué un enfant, mais plusieurs. Elle le capture, l'enferme, et au lieu de le tuer directement, elle fait quelque chose de plus troublant. Elle appelle les parents de toutes les victimes, leur montre les preuves, leur offre un choix, le laisser à la justice, ou faire justice eux-mêmes. Ce qui suit n'est pas seulement une vengeance, c'est une cérémonie, un rituel de douleur collective jamais vu au cinéma. Chaque famille à son tour, pas de caméra, pas de juge. Juste des parents brisés et un monstre enchaîné, recevant ce qu'il mérite. Gumja ne cherche pas la rédemption, ni le pardon. Elle veut juste partager le poids. Que la culpabilité ne soit pas seulement la sienne. Que la souffrance soit divisée entre tous ceux qui ont perdu. Une situation qui, en théorie, est de la justice. Mais qui, en pratique, laisse une question ouverte. Est-ce que cela a vraiment soulagé la douleur ? Un agent secret reçoit le pire appel de sa vie. Sa fiancée a été brutalement assassinée et son corps retrouvé démembré sur une route glacée. La police fait ce qu'elle peut. Mais lui ne cherche pas la justice. Il cherche quelque chose de plus sombre. Il le trouve et le capture. Mais il ne le livre pas. Il lui brise les os, lui coupe les tendons et le laisse s'échapper. Pas pour le pardonner, mais pour le faire souffrir davantage. Il lui implante un traceur et le transforme en proie personnelle. Pour le chasser, encore et encore. Il le capture, le torture, puis le relâche. À chaque fois qu'il tente d'attaquer une autre victime, il apparaît. À chaque fois avec plus de rage, plus de cruauté. Il le frappe, l'humilie, le laisse en vie. Et peu à peu, le chasseur devient ce qu'il avait juré de détruire. Parce qu'à un moment, la ligne entre justice et monstruosité s'efface. Et ce qui semblait être une punition devient une complicité. En le laissant libre, sachant qu'il va continuer à tuer, à torturer, à violer, le sang commence aussi à couler sur ses mains. Des morts indirectes, des innocents qui meurent à cause de son obsession. Et le pire, c'est que le tueur veut lui aussi se venger. I Saw the Devil est une histoire où il n'y a pas de rédemption. Juste de la souffrance, où la douleur devient un moteur.
et la justice, une torture. La punition finale est l'une des plus cruelles et déshumanisantes jamais vues au cinéma. Une punition où la mort n'est pas la fin, mais le début de la souffrance. I Saw the Devil n'est pas seulement une histoire de vengeance, c'est un cauchemar sur la façon dont la douleur peut dévorer ton âme. Et pour être brutalement honnête, si je vivais quelque chose comme ça, je ferais probablement la même chose. Maintenant, je vous demande, seriez-vous capable d'aller aussi loin ? 아저씨, 잠깐 이리 와봐. 자, 얘기 좀 해. Imagine qu'on te kidnappe sans explication et qu'on t'enferme dans une pièce pendant 15 ans, sans visage à haïr, sans raison, sans sortie. Chaque jour, juste une télévision qui te montre que le monde continue sans toi, et puis, un jour, on te relâche, juste comme ça. Mais la véritable prison ne fait que commencer. Oh, Desu veut savoir qui lui a fait ça et pourquoi. Et il jure de se venger. Il croit qu'il va découvrir la vérité. Mais la vérité est déjà écrite. Oh, Desu commence sa chasse. Il croit qu'il est l'exécuteur, le vengeur, mais il ne l'est pas. Il est la victime de la vengeance la plus brutale et tordue de l'histoire du cinéma. Le responsable de tout est Lee Woo-jin. Son motif ? Dae-soo, quand ils étaient jeunes, a lancé une rumeur sur une relation incestueuse entre Woo-jin et sa sœur, ce qui a fini en tragédie. Et maintenant, Woo-jin veut lui rendre cette douleur. Mais sa punition fut infiniment plus cruelle. Ne pas le tuer, mais lui faire vivre un cauchemar sans fin. Pendant des années, Woo-jin a planifié une vengeance parfaite. L'enfermer, le libérer et le pousser, sans qu'il le sache, à tomber amoureux de sa propre fille et à avoir des relations avec elle. Tout, absolument tout, était manipulé. Dae-soo croit qu'il prend le contrôle, alors qu'en réalité, il tombe de plus en plus au centre de l'enfer. Et quand il découvre la vérité, il supplie. Il supplie comme un chien. Il pleure. Il rampe. Il se coupe la langue. Et pourtant, le mal est déjà fait. Le film se termine sans rédemption, sans consolation, avec une blessure qui ne se refermera jamais. Oldboy n'est pas seulement une vengeance, c'est un chef-d'œuvre de cruauté émotionnelle. Et c'est pour cela que c'est la vengeance la plus brutale, malade et impitoyable de toute l'histoire du cinéma. Certaines vengeances procurent du plaisir, d'autres te laissent un vide impossible à combler. Parmi tout ce classement, laquelle penses-tu être la plus justifiable et juste ? Et laquelle t'a semblé la plus brutale, la plus disproportionnée ? Je te lis en commentaire.